vais procéder à l'appel. Marie-Dolores Angulo. Oui, mais elle est conseillère communautaire. Déjà Gilbert Lapsin. Présent. Lynn Baraduc. Lynn Baraduc est là. Ouais. Jean-Claude Bernard. Jean-Claude Bernard. Et Yann Béran est absente. Dominique Cavaillol. Didier Casimer. Jean-Jacques Châtelier. Lionel Cholon. Jean-Noël Clameau. Dominique Clavier. Jean-François Dalcin. Au revoir à M. Doré. D'accord. François Nora, il est là. Jocelyn Doré, Hélène Doro, Bernard Andréau, Daniel Dubourg. On va arriver. Non, il est excusé, il avait peut-être un pouvoir, mais on n'a pas reçu. Donc, il a ça. Philippe Dubourg, Laurent Ducos, Dominique Cobé, qui n'est pas représenté. Pascal Rappé. C'est Pascal Rappé. Et Dominique Foubé, d'accord. Christine Forestier. Marie Sortinon. Jérôme Gauthier. Marc Gauthier. Hervé Chinet, l'air donné procuration à Bernard Mateil. Michel Latapi. Corinne Holland. Jean-Pierre Manceau. André Massieu. Laurence Meunier. Guy Moreno s'est excusé. Patricia Peigné. Jean-Marc Pelletan. Anne-Marie Penaud. Jean-Claude Pérez a donné procuration à Didier Casimajou. Maggie Perronin. C'est là Maggie Perronin, oui. Sylvie Porta. Présent. Alain Quinze. Denis Rennes. Jean-Patrick Soulet. Bruno Trénit. Procuration Jean-Marc Pelletan. Et Mathieu Truffard. Très bien, merci. Y a-t-il quelqu'un qui veut bien prendre le secrétariat de séance? Oui, Sylvie, d'accord. Secrétariat de séance à Sylvie Porta. Et je vous propose effectivement qu'on passe sur les décisions. Oui. Qu'est-ce qui va présenter ça? D'accord. Sur une présentation de la démarche de travail pour accompagner la prise de décision, Commission Enfance et Jeunesse sur l'affermissement de la tranche optionnelle d'Ocabéou. Donc dans le marché de gestion des multi-accueils de la rive gauche, qui a été renouvelé courant 2018, le prestataire en charge du marché précédent a été retenu, c'est-à-dire cet éponyme qui a été retenu. Donc à la demande du bureau, l'éventuelle intégration d'Ocabéou a été incluse sous la forme d'une tranche optionnelle dans la procédure de ce marché. Donc il s'agit aujourd'hui de valider la démarche qui permettra de trancher la question de l'affermissement de cette tranche. Et dans le cas d'un affermissement, un démarrage de la gestion est prévu pour septembre 2019. À ce jour, les élus de la commission souhaitent une évaluation de l'impact sur le personnel avant de nous donner un avis. Il s'agit donc à travers cette démarche de démontrer la plus-value d'une inclusion à la structure Ocabéou dans le marché. Deux points seront à évaluer. L'impact d'abord sur le personnel d'Ocabéou, en vue de son adhésion, et ensuite la plus-value sur ce projet. Il faudra donc que ceci a été validé le mardi 8 janvier en présence de Jocelyn Doré, Madame Rojo, Madame Bourgeois et la coordinatrice. Ensuite, il y a une validation de cette démarche qui a eu lieu au bureau le 9 janvier. Nous en sommes au stade de l'information aux représentants du personnel. Et bien sûr, nous composons un groupe de projet avec 7 volontaires de membres de la commission. Voilà. Donc je répète, il y a eu le bureau le 9 janvier, la commission le 17 janvier. Il y aura donc une réunion de travail le 31 janvier 2019, c'est-à-dire un temps d'échange entre les élus volontaires et l'équipe d'Ocabéou dans les locaux de la crèche au sujet de la démarche de travail, plus une mise en place d'une immersion
dans une structure éponyme avec des élus volontaires, la coordination, l'équipe de Cabellou, et ensuite les vice-présidents, le point jeune, la RH et Mme Rojo, pardon. Voilà. Ensuite, il y aura une réunion avec éponyme, c'est-à-dire que le personnel de Cabellou rencontrera éponyme le 7 février, et l'immersion commence à être abordée par la suite après cette réunion. Nous ferons un bilan de l'immersion a priori vers le 7 mars, en présence de l'équipe de Cabellou et des élus volontaires. La commission se réunira à nouveau le 14 mars, qui émettra un avis, et puis il y aura une décision au bureau par la suite. C'est-à-dire que fin mars, ça doit être, comment dirais-je, bouclé, dans un sens ou dans un autre. Pour l'instant, il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit. Que ce soit clair, on ne va pas imposer au personnel de Cabellou s'il ne le souhaite pas. Donc, nous, on préfère que ce soit, mais le personnel choisira. C'est pour ça qu'on a choisi l'immersion, puisque on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc notre but, c'est de faire travailler le personnel de Cabellou dans les structures sur la rive gauche, de voir comment ça se passe, et puis après, eh bien, elles émettront un avis. Voilà. Voilà, j'ai un petit peu. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Oui. Petite info complémentaire. Il y aura une question ici, je ne sais pas si il y a une question. Et donc les organisations, enfin les représentants du personnel ont déjà été informés de la démarche. Ils sont associés et seront associés dans les différentes réunions, enfin dans des différentes réunions. Ça passera bien sûr dans les instances réglementaires CHSCT, CT, quand une décision sera ou non prise en fonction des résultats de l'immersion. Enfin, le résultat du travail qui a été fait. Oui, juste, je voulais préciser que hier soir, nous avons eu une première réunion avec un certain nombre d'élus, l'ensemble de l'équipe d'Ocabellou. On a présenté la démarche. Il y avait parmi les gens qui étaient avec nous, représentants, parce que ça on y a tenu, un représentant du personnel, qui est membre de la commission technique, du conseil technique, voilà. Et hier soir, donc, on leur a tout exposé. On a pu commencer à avoir des échanges questions-réponses. Voilà, a priori, on est dans une bonne démarche. Ça a bien été entendu. Donc là, on va avoir la semaine prochaine, donc, on rencontre l'équipe d'Ocabellou avec éponyme. De façon à avoir des réponses plus précises, voilà, comment les modalités de travail d'éponyme, de façon, je crois que c'était aussi nécessaire de façon à les rassurer par rapport à une pratique. Sachant quand même qu'au Cabellou, c'est une équipe, et l'équipe, on ne va pas la modifier. Et il nous semblait qu'effectivement, avec éponyme, il y avait l'opportunité d'avoir un plus. Voilà. Et donc, on est dans cette démarche-là. Alors, vous avez vu, dans le calendrier, c'est contraint. Bon, comme toujours, quoi. Mais on avance. Voilà, il faudrait que ça puisse être validé pour la rentrée septembre, de façon qu'on puisse rencontrer, qu'il puisse y avoir une communication avec les parents, qu'on puisse informer, enfin que tout le monde puisse être informé de la démarche. Voilà. Ce qui me rassure, alors ça ne me rassure pas, mais dans ce qui me rassure, c'est que le fait que vous présentiez ça ce soir montre que les agents dont, je crois, il y a quelques mois dans cette même salle, vous aviez plus ou moins accusé qu'ils fantasmaient sur ce qui pouvait leur arriver, puisque je me rappelais quand il y avait eu la manifestation et l'expression du mal-être du personnel, et notamment de l'inquiétude du personnel de Cabellou pour un changement de statut, éventuellement de statut, en tout cas de gestion de leur crèche. Dans cette même salle, on avait parlé de fantasmes, et on m'avait même accusé, alors j'y étais pour rien parce que je découvrais le projet en même temps que les salariés, que certains élus mettaient de l'huile sur le feu, je crois. C'était l'expression qui avait été, on peut retrouver les images,
je reviens les images dans ce cas-là, l'expression avait été utilisée. Donc je vois que le fantasme il n'existait pas malheureusement, et que pour ce qui est de lui, le feu y est. Donc moi je comprends toujours pas pourquoi, dans le cas d'Ocabelou, on ne s'inscrit pas dans la continuité, puisque pour beaucoup de choses, on s'inscrit dans la continuité. Là, continuer de gérer la crèche comme ça a été fait pendant 15 ans, bon, ça a l'air de gêner, je ne comprends pas toujours pourquoi. En même temps, j'ai peut-être une piste, quand on verra la délibération concernant la crèche de Séronce, enfin la crèche de la communauté de communes, qui sera à Séronce, et qui permettra, on verra, là aussi, de kidnapper, ou en tout cas de déconstruire ce qui avait été fait par les Coteaux de Garonne avec le RAM, puisque le RAM partira sur Séronce et il n'y aura plus qu'une petite antenne sur Cadillac. Donc on voit que la crèche, le RAM, petit à petit, les services sont pris, les ordures ménagères sont parties aussi sur la rive gauche, la gestion. Donc on voit ce qui est la fusion, les conséquences de la fusion pour notre communauté, ex-Coteaux de Garonne. Je crois que Lionel, c'est toi qui fantasme, parce qu'aucune décision n'a été prise jusqu'alors. On est dans une démarche. On n'a pas pris de décision par rapport à ça. Et la décision se prendra effectivement en étroit lien avec le personnel. C'est ce qu'on a dit au démarrage. Et d'ailleurs, dans le projet politique, le premier point qu'on met, c'est l'adhésion du personnel. Ça nous semble absolument indispensable. Donc on n'est pas du tout encore à la décision. On est dans une démarche. Il nous semble que, effectivement, Éponyme peut apporter par son savoir-faire, parce que il est véritablement, c'est son cœur de métier à Éponyme, par son savoir-faire, il peut donner un plus, notamment en termes de formation. Voilà. Et donc, ils ont des modules de formation que, bon, nous, on n'a pas. Hein. Voilà. Et eux, ils vont le proposer en matière de mutualisation au niveau de l'alimentation. Tout ça, ce sont des éléments. Enfin, il nous a semblé que on pouvait apporter un plus. Mais si le plus ne s'avère pas évident, on ne signera pas, puisque c'est une option. L'option, elle n'est pas décidée. On le décidera après. Voilà. Donc on n'est pas encore au moment de la décision. Pour le moment, on est dans une démarche. Les personnels sont d'accord. Hein, on a vu Jean-Marc hier soir, sont d'accord pour aller en immersion. Donc c'est quand même intéressant en termes de démarche que le personnel adhère au fait d'aller en immersion, d'aller voir ce qui se passe dans les autres crèches. Non, je crois qu'on est dans une bonne démarche. En tout cas, on n'est pas dans une marche d'imposition, ou d'imposer, puisque il y a cette fameuse immersion, et c'est quand même le personnel qui sera entendu. Donc, je ne vois pas en quoi peut y avoir fantasme. Leur statut sera préservé, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas préservés, et puis on verra s'il y a une plus-value ou pas. On verra au début. Alors effectivement, Jocelyn disait que c'était contraint, mais on est pris un peu par le temps, mais malgré tout, s'il y a un mois quand même de délai pour cette immersion, en plus, je crois qu'il ne faut pas comparer la crèche de Séronce, le RAM et tout, surtout quand on ne connaît pas la jeunesse de l'affaire. Hein. Voilà. Parce qu'on me dit, oui, il y a bien une crèche parentale, donc pourquoi on ne laisse pas Ocabelou dans le même sens? C'est pas vrai. La crèche parentale, c'était la plus ancienne, puisqu'elle a plus de 30 ans, c'est la plus ancienne du territoire, et à l'époque, c'était M. Dubourg qui était le président du CIVOM, et la CAF avait prévu de donner des subventions si on subventionnait cette crèche parentale. Donc voilà. Et il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Avant de donner la parole à Dominique Clavier, là, qui vient de la réclamer, je voulais simplement dire qu'effectivement, la commission effectivement, travaille d'arrache-pied sur ce sujet, et je crois que tous les membres de la commission sont à même effectivement d'apporter des contributions, de telle manière à faire en sorte que ce dossier soit le plus acceptable possible, et qu'on puisse effectivement arriver à des conclusions qui seront ce qu'elles seront, et qu'on mettra effectivement bien entendu à l'appréciation du conseil communautaire. Moi, ce que je souhaite, c'est que tous les membres effectivement de cette commission puissent apporter effectivement leur part. Voilà. Juste pour éclairer peut-être l'Assemblée, on n'est pas tous au même niveau d'information, mais c'est normal. Vous avez parlé de plus-value ou de plus, vous avez identifié des pistes de ces plus-values éventuelles?
Non, ça sera en fonction de l'immersion, en fonction de ce genre de choses. Mais pour l'instant, on ne les a pas évalués, ça va être fait au fur et à mesure. Il y a une analyse qui sera faite au fur et à mesure de l'immersion. Et bien évidemment que si on avait décidé les plus-values aujourd'hui, on fausserait les avis et on laisserait. Donc c'est les salariés qui vont déterminer le plus-value ou le moins-value, hein, c'est fort possible. Au point de vue financier, l'information on l'a. D'après le dernier budget, on sait que c'est un outil d'accueil qui coûte plus cher que les hommes. D'accord. Ça on l'a vu, écrit. C'est tout ce qu'on sait. Pour ceux qui ne sont pas dans la condition. Ça, vous avez raison d'en parler, mais je ne voulais pas l'évoquer parce que si vous voulez, ça vient du fait surtout de la manière de fonctionner de Capelli. Voilà. Donc, c'est effectivement, vous avez raison, ça pourrait faire partie de cette plus-value. Voilà. Effectivement. Oui, parce que je crois que ça doit coûter un tout petit peu plus cher. C'est pas les mêmes objectifs de départ, les mêmes modes de gestion. C'est toujours la question de la gestion publique ou la gestion privée. On peut aussi s'interroger pourquoi Eponym est moins cher. Où ils font leur plus-value, où ils font leur moins-value. Parce que Eponym gère un certain nombre de multi-accueils et qu'ils achètent, je vous prends simplement un exemple, sur les couches. Voilà. Au lieu d'acheter des sacs à 150 couches, ils en achètent des milliers. Voilà. Donc déjà, ils ont des prix défiant toute concurrence. Voilà. Je vous donne un exemple, mais il y en a d'autres. Une des plus-values qui peut être, qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est un travail en réseau avec d'autres collectivités, même s'ils ne sont pas isolés. Cabellou, il ne faut pas croire qu'ils vivent en vase clos. Mais là, il y a un travail en réseau qui peut être organisé. Mais bon, on ne va pas argumenter plus qu'aujourd'hui, c'est le travail qui va venir, donc on ne peut pas en dire plus. On verra ça plus tard en commission, hein, de toute façon. C'est ça, c'est comme je disais tout à l'heure, effectivement, la commission, tous les membres de la commission vont remonter effectivement leurs propositions et leurs contributions. Merci beaucoup sur ce sujet. Juste oui, j'aimerais bien que ceux qui critiquent, ils y viennent à la commission, parce qu'ils n'y viennent pas. Voilà. Ah, ça c'est autre chose, ça. Bon, voilà. Le principal, c'est qu'ils soient dûment convoqués à la commission, il n'y a pas de souci. Bon, en ce qui concerne effectivement les allocations de compensation 2019, donc en attendant effectivement la prochaine clette, vous savez qu'elle est versée par 12e, mais elle pourrait être versée effectivement une seule fois à la fin de l'année, mais on avait décidé effectivement de telle manière à ce que ce soit plus gérable et que ça permette effectivement de faire évoluer vos budgets communaux d'une manière concrète, de le faire par 12e. Donc là, il n'y aura pas de versement avant la prochaine clette. Liste des décisions du président, donc la liste des DIA, il y a un fichier Excel, oui. Il n'y a pas de date encore, mais 15 jours à peu près, nous avons des propositions à faire, oui, tout à fait. Elle sera certainement accompagnée d'une réunion des maires, d'un bureau des maires. Voilà, tout à fait, avec des propositions concrètes par rapport à ce qui a pu être dit. Voilà. Hein? Comment? Oui, mais quand c'est voté, après c'est bon. Hein? Quand c'est voté, c'est bon. Généralement, effectivement, on ne se trompe pas par rapport à ça. Quand c'est dit, on l'écrit. Non, mais tu es déjà le jaune. Ah, c'est le pull, c'est le pull. Ouais. Prépare-toi. Liste des DIA. On viendra sur cette histoire de voter ou pas voter. Non, mais la clé donne un avis. La clé ne vote pas, hein, donne un avis. Hein? La clé donne un avis. Et après, effectivement, c'est le conseil municipal, le conseil communautaire qui va arrêter les allocations de compensation. Donc, liste des DIA. Je l'ai été à disposition de tout le monde, elles ont été demandées, comme d'habitude, effectivement, et je pense envoyer. Donc vous savez qu'effectivement, on est appelé à signer les DIA en fonction, effectivement, de toutes les ventes qui se font, étant donné que la compétence est à la communauté de communes. Marché de contrôle des installations d'assainissement collectif, c'est un marché qui a eu lieu. Il a été attribué à la SOR pour la part communautaire. C'était un marché qui était groupé avec le syndicat des deux rives. Il a été attribué également à la SOR pour le syndicat des deux rives. Consultation des architectes pour prolonger terrain relatif aux projets familiaux Didier
on avait retenu la société VAM, hein, c'est ça, qui était à 14 700 €. Il s'agit effectivement des terrains de Portes, rappelez-vous. Hein. C'est effectivement le deuxième volet pour essayer de résorber ce qu'on appelle aujourd'hui l'habitat insalubre au niveau du chemin des limites. Acte d'arrêt des régies d'avance en ce qui concerne donc auprès des accueils périscolaires et extrascolaires, donc de l'Andira, c'est-à-dire Latte, Prégnac, Portes, Podensac et Séronce. Et puis voilà, nous allons pouvoir passer à l'ordre du jour du Conseil communautaire s'il n'y a pas de remarques particulières sur ces décisions qui ont été prises. Première délibération, elle concerne effectivement le périmètre de couverture et participation financière de la communauté de communes de Convergence Garonne en ce qui concerne effectivement le plan haut débit, ce qu'on appelle nous le plan Oméga. Alors, excusez-moi, quelques chiffres. Hein. Aujourd'hui, effectivement, la fibre est en train de se déployer sur l'ensemble de la Gironde. Quelques chiffres, 410 000 personnes abonnées vont être connectées. Non, il y a un problème, non, ça marche. Ça marche, 410 000 abonnés vont être connectés, c'est-à-dire effectivement l'ensemble des abonnés de la Gironde, c'est-à-dire home-to-home, c'est-à-dire la fibre ira jusqu'à la maison. C'est un projet quelque part gigantesque qui a commencé. Je vous passe un petit peu les détails, je pense que vous êtes tous à peu près au niveau. L'ensemble des travaux ont commencé dans toutes les communautés de communes de Gironde et le conseil départemental s'est attaché à servir effectivement les endroits où il y a effectivement le plus de difficultés en termes de débit. Alors je ne dis pas que c'est parfait, mais effectivement c'est quelque chose qui avance. Donc aujourd'hui, on devait partir sur 10 années, je pense qu'on va arriver sur 6 ans d'après ce qui est prévu. Le projet Oméga tourne autour de 120 millions d'euros, 117 457 990, qui sont répartis comme suit. L'État prend sa charge 53 millions d'euros. Le conseil départemental 24 796 996. L'ensemble des EPCI 23 814 000. La région à hauteur de 8 289 000, 8 290 et le FEDER, c'est l'Europe, 7 568. Donc ce qui vous est demandé aujourd'hui, c'est effectivement de prendre acte effectivement de tout ce plan de financement et de prendre acte de la participation financière de la communauté de communes Convergence Garonne qui s'élève à 737 172. Cet investissement sera établi avec un décaissement sur 18 années. Et le plan de financement qui a été établi, il a été établi à hauteur de 1,9%. Donc je dois vous dire qu'on était parti à plus de 150 millions d'euros. Et petit à petit, effectivement, les choses se sont calées. Et je dois remarquer l'effort du conseil départemental sur cette opération, qui est à hauteur, effectivement, des communes, des EPCI. Il se trouve que dans moins de 6 ans maintenant, l'ensemble de la Gironde sera couverte par le plan Oméga et chacun pourra bénéficier de la fibre ainsi que les entrepreneurs et ceux qui pourront faire du télétravail. Je crois que c'est très très important. Voilà, est-ce qu'il y a des remarques là, sur cette délibération? Oui. Oui, j'aurais voulu savoir un peu quelle sera la contribution des communes par année, la contribution annuelle concernant cette somme. On avait envisagé la participation des communes à hauteur de 5 euros par habitant. Et tout ça, c'est à discuter, effectivement, en fonction du budget de la communauté de communes, de ce qui est possible, ou ce qui n'est pas possible. Donc voilà, ça. Voilà, sur les rives droites, rien n'avait été... je pense que vous aviez... Qu'est-ce que vous aviez fait sur la rive droite? Vous en avez parlé sur la rive droite? Oui. Comment? On l'avait pris l'engagement. Les hypothèses, c'est sûr. L'engagement de l'État, à première vue, il n'est pas confirmé. Puis c'est écrit, là. Sous réserve de la confirmation des engagements financiers de l'État et du FEDER. Oui, mais là, on est à peu près, pour avoir suivi les réunions, on est à peu près effectivement calé par rapport à ça. Ce qu'il y a surtout, c'est qu'effectivement,
c'est sur le taux d'intérêt, effectivement au niveau de l'emprunt, mais celui-là on ne le maîtrise pas. Donc ils ont calé prudemment à 1,9 de telle manière à pouvoir être au plus près. Après, je crois que c'est un effort considérable qui s'en rend compte aussi par la communauté de communes, hein, et dont on fait effectivement, on verra comment sont faites prises les répartitions. Monsieur Truffard, je pense que vous avez peut-être des éléments aussi par rapport à ce plan Oméga, puisque vous êtes le représentant de la communauté de communes auprès de Gironde numérique, c'est ça. Hein. Donc vous avez peut-être quelques éléments supplémentaires à nous apporter sur ce dossier. Les chiffres que vous avez affichés sont ceux qui ont été affichés lors du dernier conseil. Voilà. Mais après, on n'a pas la part des communes par habitant. C'est ça qui m'a interrogé, mais ça correspond plus à... Ça, c'est plus de notre effectivement, de notre responsabilité. Tout à fait. Voilà. Oui. Moi, comme d'habitude, je m'abstiendrai puisque je considère que la part du privé est assez importante dans la participation au financement de ce projet et que ça devrait être un projet pris par l'État à 100% et pour combattre la fracture territoriale. On en parle beaucoup en ce moment et là, ça serait quand même un bon exemple d'investissement de l'État utile. Je regrette parce que, comme je le dis à chaque fois, sur Bordeaux Métropole, ça coûte 0 à l'habitant puisque c'est tout pris en charge par les opérateurs privés. Et après, je voudrais avoir comme question, je ne comprends pas ce que c'est un taux d'intérêt moyen. Est-ce que ça veut dire que le taux n'est pas fixe Non, mais monsieur, vous avez bien compris qu'actuellement, le taux d'intérêt est en dessous de 1%. Donc, effectivement, ils se sont dit peut-être qu'à la fin, on aura effectivement 3%, donc le taux d'intérêt moyen il est à la fin, s'il est fixe, il reste à 1%. Ah non, il semblerait que ce ne soit pas un taux révisable. Hein. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça, un taux moyen. Un taux fixe, alors. Un taux d'intérêt moyen. Je ne vous ai pas dit que c'était un taux fixe. Mais oui, non, mais là, c'est pour ça que je dis que c'est pas un taux fixe. Vous avez tout compris. Oui, mais vous avez tout compris. Je vous remercie. J'espère que c'est pas un emprunt. Ok. Oui. Juste pour préciser le sens de mon vote, j'adhère parfaitement à la pertinence de ce projet. Pour autant, je ne partage pas l'autosatisfaction béate et journalière du conseil départemental. Aujourd'hui, dans ma commune, le centre-bourg, c'est-à-dire la mairie, on a des difficultés énormes pour avoir Internet. Hein. Tous les matins, on ne l'a pas avant 11h, 11h30. Donc ça devient pénible. Je sais qu'il y a des butées techniques, réglementaires, on m'explique dans tous les sens qu'ils ne vont plus rien faire. Il faudra attendre 2024. C'est juste le service public qu'on ne peut plus rendre qui est en jeu. Voilà ce qui explique mon abstention. Oui, d'après ce que j'ai compris sur Pujols-sur-Ciron, c'est un petit peu particulier parce que la mairie n'est pas branchée sur la même plaque, effectivement. Il faut aller au fond des choses, sur la même plaque que le reste du village. Mais je pense que lorsqu'on est venu sur Pujols-sur-Ciron avec le vice-président en charge du conseil départemental qui est chargé de ça, on avait essayé de trouver des solutions techniques qui pouvaient être apportées. Alors je ne sais pas quelle suite on a été donné effectivement à cette rencontre, mais moi je vous ai dit, M. Clavier, et pas plus tard qu'avant-hier, et je crois effectivement qu'on allait relancer les choses de telle manière à faire en sorte, et ce serait anormal qu'une mairie ne puisse pas effectivement bénéficier du haut débit. Mais le problème technique, c'est que d'un côté, il y a une plaque du côté de Farc, par là, c'est ça, hein. Ok, on est d'accord. Hein. On est d'accord sur l'analyse technique, je ne mets pas en cause je dis simplement que c'est inacceptable. Mais il y a des solutions qui sont en voie de... Je suis comme Sir Anne, je ne vois rien sur la route qui poudre. Et qui aurait été il y a des solutions qui ont été proposées, me semble-t-il, mais on essaiera de regarder. Je sais que Pujols, c'est loin du siège de M. Rouvière, donc il a su venir avec son casque et ses bottes de chantier pour ouvrir l'armoire. Je ne l'ai pas vu depuis. Bon. Écoutez, on essaiera de le recontacter pour votre plus grand plaisir, monsieur le maire. Voilà. Est-ce que je peux passer au vote sur cette délibération? Qui est contre cette délibération? Personne n'est contre. Qui s'abstient? Alors, monsieur Massieu, je parle doucement parce qu'effectivement, autrement, on ne peut pas noter. Monsieur Manceau, monsieur Clavier, monsieur Cavaillol, monsieur Cholon et monsieur Latapi. Est-ce que vous avez bien noté? Ben, je vous remercie.
on a déjà abordé effectivement, en information, la convention territoriale d'exercice concerté. C'est une convention qui va être signée avec le conseil départemental afin de pouvoir aller sur un certain nombre de subventions, aller au-delà des 70% limite normalement le taux de subvention maximum sur un projet, et de conserver ce qu'on avait l'habitude d'avoir, c'est-à-dire d'aller jusqu'à 80%. La loi, les différentes lois récentes ont modifié ces taux d'intérêt, notamment avec la perte, ces taux de participation, pardon, notamment avec la perte de la clause de compétence générale du département. Et donc pour pouvoir intervenir sur un certain nombre de champs traditionnels sur lesquels ils intervenaient et sur lesquels ils nous subventionnaient, le conseil départemental a, avec la région, signé une convention cadre. Nous, on signe une convention avec le département, et tout ça fait qu'on arrive à des financements, à retrouver à peu près les financements sur les grands projets que nous avions, donc jusqu'à hauteur de 80%. Donc cette CTEC, ici, là, qui vous est présentée aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la CTEC cadre, et ensuite il y aura des CTEC, des conventions d'exercice territorial d'exercice concerté spécifiques sur le volet social et sur le volet, enfin sur le reste. Et dans l'ordre, ce sera plutôt sur les autres subventions qu'on votera la CTEC spécifique. La CTEC dite sociale viendra dans quelques mois. Des remarques sur cette délibération? Écoutez, je vous propose de contractualiser, si vous êtes d'accord. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Révision et adoption d'autorisation de programme et de crédit de paiement, il y a quelques modifications qui concernent essentiellement les Gironde numérique. Effectivement, il avait été prévu au départ une autorisation de programme à hauteur de 1 154 550, non réalisé en 2018. Donc on propose montant révisé à la baisse à 737 172. Avec un crédit de paiement prévisionnel pour 2019 de 40 954 € et pour 2020 de 40 954 € de pareil. Il restera bien sûr à financer la différence, c'est-à-dire 655 264 €. Bon voilà, c'est effectivement la révision de l'adoption de programme, ce qui concerne les courses tutélaires, se caler par rapport à la délibération numéro 1 que nous avons prise. Est-ce qu'il y a des remarques? Je vais vous proposer de passer au vote. Qui est contre cette délibération? Monsieur Cholon. Qui s'abstient? Je considère que la délibération est adoptée à la majorité moins une voix, celle de monsieur Cholon. La délibération numéro 4 consiste à l'ouverture de crédit anticipé en section d'investissement pour différents projets. Premièrement, achat de mobilier pour les services de communication et projets sociaux du territoire au point de vue GAP pour un montant de 1 482,35 € en TTC. Pour l'achat de mobilier pour les services enfants jeunesse au point de vue GAP encore pour un montant total de 3 538,21 € en TTC. Et création d'une aire de stationnement privé située 15 cours Georges Xavier Moreau, à Podensac, dont les travaux seront effectués par l'entreprise RNA pour un montant de 13 536 € TTC, inscrit à l'opération 55 bâtiment 15 cours Xavier Moreau, article 2128. C'est quelque chose qui va se réaliser sur l'ancien immeuble qu'on a acheté, qui a été rasé et qui sera nivelé pour être utilisé comme parking en attendant l'évolution du centre du siège. Il se trouve que de créer une petite poche de parking là derrière, même si c'est un parking privé, va nous permettre effectivement de peut-être désengorger un petit peu le parking de la gare, qui aujourd'hui est plus que saturé, puisqu'on a des véhicules autour de toutes les gares d'ailleurs, on a des véhicules effectivement de plus en plus longs. Voilà, est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Pour bien le comprendre, donc c'est aire de stationnement privé pour accéder à un bâtiment public. Réservé aux agents.
Non, mais ça veut dire c'est pas ouvert aux agents et aux élus. C'est sur le domaine privé de la communauté de communes et réservé aux agents de la communauté de communes. Vous avez tout compris. C'est vrai que c'est bien précis. Ouais, mais c'est intéressant effectivement parce qu'effectivement, au travers de vos remarques, effectivement, on comprend tout de suite. Merci. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. C'est très simple et très bref, puisque si vous avez lu la convention, vous avez remarqué que c'était exactement la même que la convention précédente. Donc nous avons signé avec la Forge lors d'un précédent conseil communautaire. Il s'agit d'autoriser le président à signer la même convention, mais cette fois avec donc les monuments historiques, le centre des monuments nationaux, pour la même convention pour qu'on puisse intervenir donc au niveau du château de Cadillac. Pour information, c'est pour ça qu'on la passe ce soir. Il va y avoir l'inauguration de l'exposition avec le directeur des centres monuments nationaux à Cadillac le 14 février pour l'exposition de Mauvaise Fille. Et c'est à cette occasion, on en profitera, donc, puisque le directeur national sera présent, pour que le président de la communauté de communes signe avec lui cette convention. Des remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. L'Assise développement économique, convention avec la région relative à la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation, d'internationalisation de la région Nouvelle-Aquitaine. En fin de compte, la communauté de communes, au travers de sa commission, a choisi d'orienter sa stratégie de développement économique autour de 4 axes principaux. Ça, c'est le travail qui remonte des commissions. C'est développer l'accueil des entreprises. Ça, je crois que, quelque part, on y adhère tous. Et accompagner les entreprises et animer le territoire. Ce sont quand même des évidences, tout ça. Redynamiser les centres-villes et les centres-bourgs, ce qui est important, parce qu'aujourd'hui, les centres-bourgs et les centres-villes sont en train de se vider. Et il va falloir trouver effectivement des solutions. Et le dernier axe, c'est développer le tourisme. Le gros problème de ces commerces, je comprends pas. Le gros problème de ces commerces de proximité qui disparaissent, c'est les élus laissent se développer des grandes surfaces sur leur territoire. Regardez ce qui se passe, je ne vais pas citer les communes. Donc forcément, ça va se vider, c'est une évidence. Donc il faudrait freiner, inventer une loi, je ne sais pas, c'est à la mode, ça invente des lois pour que les commerces reviennent à l'intérieur et qu'on freine tous ces commerces de grandes surfaces et autres qui vont à l'extérieur. C'est ça le problème. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? Comment on va redynamiser les centres-villes et les centres-bourgs? Comment on va le faire? Quelle est la solution? Ce ne sont que des titres, ça. On ne peut pas... Ce sont des axes et des pistes de réflexion, mais si à un moment donné... C'est intellectuel, je dirais que c'est intellectuel, excuse-moi, c'est intellectuel, mais le vrai problème, il n'est pas là. Si on ne se pose pas la question à un moment donné, si on ne se pose pas la question, effectivement, on n'aura pas de réponse par rapport à ça. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un constat, c'est vrai que tu as raison, il y a peut-être des choses qui ont trop tardé, mais il faut peut-être s'y mettre, effectivement, et le contrat avec la région doit pouvoir effectivement répondre à ces problématiques. Moi j'y crois un peu, de telle manière à faire en sorte qu'on redynamise les centres-bourgs tout en maintenant des équilibres. C'est ce qu'on est en train de faire effectivement sur Prodessac, essayer de redynamiser le centre-bourg tout en maintenant ce fameux équilibre. Donc voilà. Voilà. Si on n'y va pas sur ces réflexions-là, effectivement, on n'aura pas de solution à apporter. Je sais que c'est très compliqué. Je regarde le maire de Barsac, c'est très compliqué de maintenir des commerces, effectivement, dans un centre comme un Barsac. Quand on me regarde comme ça, Monsieur le Président, c'est que vous avez envie que je parle, alors je vais le faire. Alors, franchement, comme dit Bernard, mon collègue de Rions, c'est le paradoxe qui est très, très français. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on a des terrains qui nous permettent. Alors évidemment, je critique personne parce que tout le monde l'a fait, tous ceux qui ont pu le faire. On a été délocalisé complètement au centre-bourg, parce qu'évidemment, il y a une question financière. C'est ce qui a fait que les communes ont joué ce jeu-là. Et après, Eureka, j'ai trouvé, il y a un problème. Et là, on se dit, mais il faut faire quelque chose. Mais c'est inadmissible que l'on puisse penser que maintenant, on va pouvoir de nouveau redonner vie à nos centres-bourgs. Nous, à Barsac, nous n'avons pas pu faire, mais je pense que les maires précédents auraient sûrement aimé avoir des territoires comme les vôtres, où on n'est pas en zone inondable, où on aura eu cette capacité à faire ça. Mais on n'a pas eu la possibilité, donc du coup, on se retrouve par chance, à être dans les dernières communes, avoir un centre-bourg, avec certains commerces qui sont là. Mais si vous arrivez, je souhaite que vous puissiez arriver les uns comme les autres, qui êtes dans cette problématique, mais
Mais là, franchement, je ne vois pas comment on peut faire. Alors évidemment, ça apporte pas mal d'argent sur vos communes et sur les CDC aussi en parallèle, mais c'est vraiment utopique de penser, ou alors on n'aura peut-être pas le temps de le voir quand ça sera redynamisé. Mais je ne sais pas, mais j'espère qu'on le verra. Bon, écoutez, moi je vous propose en tout cas, effectivement, de prendre cette délibération de telle manière à pouvoir continuer effectivement ce conventionnement avec la région. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, oui, M. Cholon. Alors moi, je la voterai pas, mais je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que là, on focalise. Alors, c'est vrai que la question du commerce est un des axes proposés par la Commission ce soir, mais ce n'est pas l'essentiel de ce qui devrait être la question du développement économique de notre CDC. Notre CDC, je pense qu'ici les élus souvent le répètent, certains qui sont derrière moi le répètent assez souvent, l'objectif, ça serait de la Commission développement économique et de notre CDC, c'est d'agir pour développer, attirer des entreprises nouvelles qui créeront de la richesse qu'on pourra après partager pour payer les services et redistribuer. Soit ça, soit par notre action, maintenir ou renforcer les entreprises existantes. Entre parenthèses, le fait qu'on ait choisi, nous on n'a pas voulu, mais que la fusion est amenée à ce que les commerces de la rive droite soient exclus des dispositifs OCM, par exemple, me donne pas, moi, une bonne perspective. Ils sont exclus, c'est écrit, on va le voter tout à l'heure. On n'a pas le droit. Ils ne sont pas exclus, vous avez bénéficié d'un OCM. Ça a été expliqué, on en a débattu longuement là, c'est écrit au Conseil communautaire précédent. Dans une autre délibération, c'est écrit. Alors, je reviens sur le sujet. Oui, à exclusion d'eux pour dire qu'ils ne peuvent pas être dedans. Donc, il ne peut pas y avoir deux. Vous avez parlé du développement, vous les avez déjà eu avant. du développement économique. Je suis content que le sujet, le fait que vous proposiez de voter cette convention, nous amène à parler du développement, enfin, du développement économique et surtout des entreprises. Le schéma, puisque là on conventionne à partir d'un schéma. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Il fait 222 pages. Ce schéma, le Conseil citoyen, il l'a étudié. Il l'a étudié, puisque ce schéma, il a été publié en décembre 2016, il y a 2 ans. Là, nous, le Conseil citoyen, on l'a étudié à peu près en avril, le temps qu'on en ait connaissance et qu'on commence à l'analyser. Et on l'a trouvé très intéressant. Tout le premier tiers, c'est des données très intéressantes sur la vie économique, le développement économique de notre grande région. Il y a des informations très intéressantes à prendre pour notre secteur. On avait proposé à la commission, j'avais proposé à la commission de développement économique de mettre ce sujet en commission, qu'on le travaille, ce texte, parce que c'est un texte très important. J'avais même proposé que les personnes qui avaient travaillé sur l'analyse de ce texte puissent s'exprimer et enfin gagner du temps et éviter peut-être un travail supplémentaire pour l'agent qui s'en occupe. Bon, ça a été refusé, c'est dommage, parce qu'il y avait, moi je pense que ça aurait pu être un travail intéressant. Bon, on est là ce soir. Ce qui est intéressant, c'est que, parce que ça marche par pulse, enfin non, par groupérus, on va dire ça comme ça, puisque pour voter cette convention, normalement, vous devez lire les 4 annexes qui sont à côté, qui sont jointes. Première annexe, très intéressante, puisque la première annexe, l'annexe 1, stratégie communautaire de développement économique, c'est-à-dire qu'on affiche notre stratégie communautaire en développement économique. Là, c'est vraiment, on y va. Et cette stratégie, elle est précédée par un diagnostic de notre territoire. Alors, le diagnostic, il fait une petite page comme ça. Voilà. Et dans cette petite page, il n'y a pas grand-chose. Et en plus, il manque en plus des éléments. Donc, c'est quand même assez pauvre. Et à la fin, donc, il y a les 4 enjeux. Enfin, là, il y a marqué 3 axes. Alors, c'est 4, mais il y a marqué 3 axes qui sont repris ici, en fait, qui sont un peu les copier-coller des statuts qu'on a votés du Conseil de notre communauté de communes. Mais, par exemple, dans ce qui manque dans ce diagnostic, c'est quand même le lien avec le reste du territoire. Et pour ceux qui ont participé, par exemple, à la présentation d'Euratlantique,
le directeur d'Euratlantique, au Cinéma Luxe, présente à la demande du Club des entreprises, fait une démonstration des possibilités qu'on a, nos territoires, d'attirer des entreprises qui ne vont pas, dans les mois ou dans les années à venir, qui ne vont pas trouver de lieu d'accueil sur la métropole et qui commencent à chercher autour. On rentre, malheureusement, ce que je regrette, dans une concurrence entre les collectivités, entre les CDC, entre les communes et entre les CDC, c'est dommage. Mais si on est dans cette concurrence, ben moi j'espérais que la stratégie qu'on allait mettre, c'était d'attirer les entreprises, de se vanter, de montrer tout ce qu'on était capable de faire, de leur donner envie de venir. C'est ça quand on est en concurrence. On doit donner envie de dire qu'on est meilleur que les autres, et que c'est plus beau chez nous, qu'il y a plus de possibilités. Et bien malheureusement, tout ça, on ne retrouve pas. Et par exemple, le schéma de la région propose 11 filières. 11 filières pour les entreprises. Où nous, quelle filière on va prendre pour notre territoire? C'est-à-dire, à Ilats, à Séronce, sur les zones qu'on veut construire, qu'on veut aménager, quelles entreprises on veut mettre? On a posé la question déjà ici. Il faut qu'on se pose la question, quelles entreprises on veut faire venir? Et la région propose 11 filières. Est-ce qu'on choisit parmi ces filières? On veut des entreprises dans la filière 1, la 2, la 3, la 4. Je vous laisse chercher les 11 filières si vous ne les connaissez pas. Et pour moi, c'est ça qu'on devrait afficher. C'est ça qu'on veut faire venir ces entreprises. Et la région nous appuie là-dessus. Et enfin, dernier point. Non, je finis. Puisque tout ça, dans la convention, il n'y a pas que la convention, il y a marqué aussi à la fin, aide aux entreprises. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a un dossier, on vote aussi un dossier pour que les entreprises puissent déposer des demandes d'aide. Et avec la région. Et là-dedans, je retrouve le petit papier, voilà, convention avec la région relative à la mise en œuvre du schéma des aides aux entreprises. Et là, on voit article 3, la communauté de communes a adopté son règlement d'intervention et il est organisé en conformité avec les 9 orientations du schéma de la région. Et donc je voudrais savoir quelles sont les 9 orientations du schéma de la région. Non mais écoutez, aujourd'hui effectivement, je pense que sur ce sujet, on a choisi effectivement d'orienter une stratégie de développement. Tout ce que vous devez prendre, tout ce que vous venez de nous dire, on le retrouve. Développer l'accueil des entreprises, monsieur Cholon. Il est là. Gérer les zones d'activité, créer de nouvelles offres foncières, accompagner les entreprises et animer le territoire, y compris les soutenir financièrement, redynamiser les centres-bourgs et les centres-villes, et développer le tourisme. Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il est important effectivement de conventionner avec la région pour développer tout ce que vous venez de dire et s'orienter vers une politique et une stratégie effectivement de développement économique que nous souhaitons tous de nos voeux. Donc voilà, je vais vous demander effectivement s'il n'y a pas d'autres remarques, oui. Juste rapidement, pas alourdir le débat, mais je crois qu'à travers tout ça, il faut faire un choix de priorité. Aujourd'hui, on a quand même une urgence, c'est-à-dire qu'on n'a pas de foncier. Alors, on peut rêver de l'accueil des entreprises, on ne sait pas où les mettre. Tout à fait. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut traduire une volonté sur le foncier, la traduire en termes financiers d'investissement et de temps de travail. Alors vous savez très bien qu'on a conventionné effectivement avec le PFL déjà pour commencer sur une zone qui est sur Séronce, en vue effectivement d'une maîtrise de foncier. C'est vrai que nous avons du retard par rapport à ça, il n'y a pas de souci, mais effectivement, là, pour la politique, elle est là, c'est effectivement... Non, je ne parle pas de retard, je ne suis pas critique, je dis simplement qu'il y a une urgence et qu'il faut concentrer nos efforts sur ce sujet, c'est tout. On a effectivement, tout à fait, on a effectivement conventionné avec le PFL de telle manière à faire en sorte qu'on puisse être assez dynamique par rapport à ça. Je vais vous proposer de passer au vote sur cette délibération. Parce que je reprends mes notes, j'ai loupé 3 choses. C'est... la région propose de développer, d'aider en priorité les entreprises qui sont dans l'innovation, dans le développement durable et dans l'économie sociale et solidaire. C'est la première, c'est les priorités. Je vous remercie. Mais c'est pas dans la... Je vous remercie de votre intervention, en tout cas, monsieur Cholon. Qui est contre cette délibération? Monsieur Cholon. Qui s'abstient? Je considère que l'ensemble de l'Assemblée, à sa grande majorité, est pour cette délibération, avec une voix contre de M. Cholon.
développement économique de l'opération collective de modernisation. J'espère que vous n'allez pas nous refaire le schéma. La rive droite a déjà eu effectivement son opération collective de modernisation. Effectivement, là il s'agit effectivement de la rive gauche et de travailler effectivement à cette opérative sur les communes effectivement de l'ancienne communauté de communes du canton de Podensac. Donc en partenariat avec le syndicat mixte effectivement qui pilote l'opération, et de toute manière il n'y a pas effectivement deux poids deux mesures, puisqu'il y a déjà eu effectivement une opération collective de modernisation, n'est-ce pas Sylvie, sur la rive droite. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération qui vous est proposée? Qui est contre cette délibération? Monsieur Cholon. Qui s'abstient? Je considère que cette délibération, comme la précédente, a été prise à la majorité, moins une voix contre de M. Cholon. Donc, soutien aux investissements, toujours pareil, développement économique, opération collective de modernisation. Donc, le syndicat mixte Gironde pilote une opération collective. L'accompagnement de l'entreprise s'articulera en deux étapes, le bilan conseil dans un premier temps, et l'aide à l'investissement. Donc, effectivement, on va essayer d'accompagner les entreprises, et là on est dans une phase effectivement d'accompagnement et de participer financièrement à l'OCM, piloté par le syndicat mixte Gironde pour les entreprises localisées sur les 13 communes de l'ancienne commune de Podensac. Donc voilà, je vous demande tout simplement l'autorisation de pouvoir signer les conventions tripartites avec le syndicat mixte, la communauté de communes et l'entreprise concernée, bien entendu, dans le cadre légal qui est fixé par le syndicat. Des remarques? Qui est contre? Monsieur Cholon. Qui s'abstient? Je considère, comme les précédentes délibérations, que cette délibération a été votée à la majorité des membres, moins une voix, celle de monsieur Cholon, qui a voté contre. Oui, il s'agit de la structure d'un multi-accueil à Séance, qui est construit pour autoriser le président à rechercher des subventions auprès de l'État, en particulier pour la DETR, auprès de la CAF et ensuite auprès du département. Pour la DETR, c'est une subvention de 350 000 € et 17 500 €, c'est-à-dire 367 500 €. Pour la CAF de Gironde, c'est pour un total de 148 000 €. Et pour le département de la Gironde, avec un coefficient de solidarité de 1,8, 7 776 €. Donc tout ça pour un total de subvention de 523 276 €. Sur un total concernant ces structures de 1 285 387 €. Voilà. Donc c'est pour créer un multi-accueil à Séance avec un RAM et un pôle social. Bon, est-ce qu'il y a des remarques après les explications de Jean-Marc Pelletan sur cette délibération, monsieur Cholon? Eh oui, excusez-moi. On fait bien de vous laisser le micro. Mais oui, fin de compte. C'est parce que le Conseil citoyen travaille. Mais c'est certain. Donc je suis porte-parole. On mettra. Non, mais moi je suis content qu'on montre que voilà, la rive droite et les Coteaux de Garonne, les ex-Coteaux de Garonne avaient quand même une politique de la petite enfance qui travaillait et qui avait des résultats, puisque on constate par cette délibération que, et c'est ce qui est écrit, fait apparaître une absence de structure multi-accueil sur les communes de Podensac et Séance, qu'il n'existe pas de permanence pôle social et familial sur la rive gauche. Ça c'est le passif, c'est le bilan de la politique de la communauté de communes. C'était un choix, je ne critique pas, c'est juste le constat. Et que donc, cette étude de programmation de 2018 propose la réalisation d'un multi-accueil petite enfance RAM et pôle social et familial sur le terrain acquis à Séance, à proximité de la salle Perronin. Donc, c'est bien le constat que là, on n'est plus dans la continuité, donc ça, je m'en réjouis, puisque là, le projet permet de combler un déficit de prise en charge de la petite enfance sur la rive gauche, tant mieux. C'est réfléchi sur l'ensemble de notre territoire, puisque d'un seul coup, Séance sera le lieu, on va dire, central du RAM, et qu'il y aura 3 antennes sur Ilats, Portes et Cadillac. Tac, tac, tac. Donc on voit que le RAM qui était jusqu'à maintenant au Coteau de Garonne, basé à Cadillac, devient une antenne.
et que tout est centralisé sur Séance. Donc c'est un constat. Moi, je vais voter pour, parce que je suis pour la prise en charge de la petite enfance, même si je trouve que c'est un peu cher, et que ça aurait pu être discuté pour savoir si cette tâche pouvait être mise peut-être plus près, notamment, je pense, aux habitants de l'ex-Artoline, qui se retrouvent, depuis que la crèche du Tour ne leur est plus accessible, se retrouvent démunis de prise en charge de proximité au niveau crèche, en collectivité de la petite enfance. Juste, il ne s'agit pas de faire de Séance la centralité et les autres rames des antennes. Hein. C'est pas ce qui est écrit. Non, envisage 3 antennes sur les communes. Oui, mais c'est pas écrit. 3 antennes. Oui, c'est ce qu'il y a actuellement. Et ça permettrait en plus de. Il n'y avait pas Séance. Il n'y a pas. Oui. Mais ça ne dit pas que Séance deviendra le centre du monde. Hein. C'est des locaux. C'est pas ce qu'il y a écrit. Quant à l'absence, monsieur Cholon, quant à l'absence effectivement de multi-accueil sur Pont-des-Sacs, c'est historique. Et c'est une organisation qui nous appartenait effectivement à l'époque. Effectivement, étant donné qu'il y avait un multi-accueil qui allait être remodelé sur Séance, l'implantation sur le territoire de la rive gauche entre Prégnac, Illas et Portes, effectivement, était tout à fait naturel. C'est pour cela qu'effectivement, il n'y a pas sur le Pont-des-Sacs, mais je pense que quelque part, c'est aussi effectivement une solidarité de territoire. Et moi, il n'y a pas de souci particulier. À l'époque, je n'ai pas revendiqué quoi que ce soit sur le Pont-des-Sacs, étant donné qu'il y avait déjà une implantation sur Illas et sur Séance qui me suffisait amplement. Voilà, tout simplement. Sur le RAM, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Là, on parle d'antenne. Aujourd'hui, il existait 2 antennes. C'est-à-dire qu'il y avait une animatrice RAM sur la rive droite, une animatrice RAM sur la rive gauche. La commission enfance jeunesse s'est prononcée, avec l'appui d'ACAP, puisqu'ils ont estimé qu'effectivement, le taux de couverture en rameuse, en rameuse, c'est comme ça qu'ils les appellent, rameur ou rameuse, voilà. Donc, les agents, les chargés de mission du RAM, il était nécessaire d'en avoir au moins 3 sur le territoire. Qui dit 3, dit 3 antennes, donc une répartition géographique. Voilà. Et donc, c'est pas les antennes avec une centralité, etc. C'est un agent RAM en plus que ce qui existe aujourd'hui. Voilà. Ça a été développé en police. Ça a d'ailleurs été développé, le 3e membre du RAM a été évoqué et a reçu un avis favorable de la commission enfance jeunesse. Et en fait, c'est trois antennes qui ont la même valeur. Enfin, je veux dire, il n'y a pas plus de centralité qu'ailleurs. Il faut géographiquement, il faut les situer géographiquement. Disons qu'il y a un RAM, tout au moins un local RAM qui va être construit sur le multi-accueil de Séance-Pont-des-Sacs, mais tous les autres multi-accueils, sauf Prégnac, et d'ailleurs, à mon avis, c'est une erreur, ont un local et des bureaux pour le RAM, c'est tout. Donc il n'y a pas plus de préférence pour les uns que pour les autres. C'est de la polémique. Et puis finalement, merci M. Cholon, on a gagné du temps, parce que je ne voulais pas lire toute la délibération, donc vous l'avez fait pour moi, comme ça on n'a pas fait de répétition. Merci. Quand je vais faire voter. Ah oui, il faut voter. Oui, il faut faire voter. Bon, je vais passer au vote sur cette délibération. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Massieu. Je considère que cette délibération a été adoptée à la majorité. C'est une abstention de monsieur Massieu. 10, on continue. Oui. Bon, là, il s'agit d'autoriser le président à signer une convention au 1er janvier 2019 sur l'attribution d'une subvention de fonctionnement à une association pour les périscolaires et les extrascolaires, sur Paillet, Rions, pour cette association qui fait un travail remarquable. Seulement cette année, malheureusement la subvention passe de 48 000 € à 62 000 €, parce qu'effectivement il n'y a plus d'emploi aidé, donc ça coûte plus cher. Voilà. Le travail sera le même, mais il coûtera plus cher à la CVC, étant donné qu'il n'y a plus de contrat aidé. Des remarques par rapport à la subvention sur Paillet, là? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Merci.
Donc là, c'est pareil, pour autoriser le président à faire des demandes de subvention pour l'aménagement d'un point d'accueil jeune à Cadillac-sur-Garonne. Et il s'agit de la Villa Rosa qui a été acquise. Et donc les travaux de réhabilitation, vous savez que la rue de l'Œil où était avant le plage a brûlé, sont allés ensuite logés par l'hôpital à 85 rue de Casalé jusqu'au mois d'août. Et actuellement, ils sont à l'accueil de loisirs et hébergés par Cadillac. Voilà. Donc il s'agit d'autoriser le président à demander des subventions à la CAF, hein, au département de la Gironde, toujours avec cet indice de solidarité de 1,08. Donc ce qui ferait un total de subventions de 94 259 € sur un total de 190 032 €. Voilà. Pour un autofinancement de 95 773 €. Oui. Est-ce que c'est votre dernier mot au niveau des dépenses? Parce que au départ, ça ne devait pas coûter grand-chose et ça devait être livré en septembre 2018. Oui, mais en septembre, vous aviez dit, on s'était trompé d'année, mais c'était en septembre, donc en septembre 2019 sûrement. Mais est-ce qu'il y aura de nouveaux... On va découvrir de nouvelles dépenses? Vous savez, quand on fait des chantiers, on n'est jamais à l'abri d'un avenant. Hein. Je pense que, en tant que maire, vous connaissez le problème. Hein. Ah bah si. Il y a toujours une fenêtre à changer parce que c'était pas la bonne. Il y a toujours quelques petites choses. Cela dit, pour un bâtiment comme la Villa Rosa, c'est quand même 190 000 €, c'est pas énorme quand même. Moi, je peux vous dire que je suis en train de recycler un bâtiment qui est un petit peu plus grand. J'en ai pour 496 000 €. Oui, Dominique Clavier, pardon. Oui, juste une question là, sur ce bâtiment, je peux me tromper, mais je crois que c'est ça, il y a 2 étages, et il me semble bien qu'on mettait un ascenseur que jusqu'au premier. Vous êtes resté sur cette position? Oui. C'est-à-dire qu'on a un étage qui ne sert à rien. Ah si, absolument pas. Si. Ben, il n'est pas accessible au public. Il est accessible au public. Oui, c'est tout. Oui, mais l'autre étage, il sert effectivement. En termes d'administration, il n'y a pas de problème, il y a effectivement la place. Voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça, ça a été validé. Hein. Ça a été validé par les services préfectoraux. Oui, qu'on fasse un bâtiment sans accès aux personnes handicapées jusqu'au dernier étage. Tout à fait. Je suis surpris, mais enfin je suis content parce que ça laisse des marges de manœuvre. Donc je m'abstiendrai parce que je ne partage pas ce plan de travail. Ok. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Alors attention, là, Dominique Clavier, Jean-Pierre Manceau, Anne-Marie Penaud, Dominique Cavaillol, Mathieu Truffard, Pascal Rappé et Lionel Chauvin. Est-ce que vous avez bien noté tout ça? Vous voulez que je répète? Il y a M. Truffard, M. Chauvin, M. Rappé, M. Cavaillol, Mme Penaud, M. Manceau et M. Clavier. Merci beaucoup. Cette délibération concerne la demande de subvention pour les travaux de confortement des berges de Paillet et de l'Estiac qui avaient subi des dommages lors de la tempête de juillet 2014. Donc ce dossier avait déjà été validé au niveau des subventions par le département et par la région Aquitaine et par l'État dans le cadre d'attribution de subventions. Lors de la dissolution du ballon de l'Artolie, les communes, dans le cadre de l'actif et du passif, avaient récupéré cette compétence. Du coup, comme nous, la Convergence de Garonne, on a pris la compétence GEMAPI, donc on a récupéré à notre compte ces travaux. Donc on a récupéré certaines subventions, sauf que nous n'avons pas pu récupérer la compte de subvention du département qui a été noyé dans l'ensemble des passifs et des actifs. Donc l'État nous a proposé de pouvoir bénéficier d'une DETR pour compenser cette perte financière. Donc les travaux entre-temps ont été réévalués. Donc nous avions des montants de travaux de 494 460 €.
avec donc une nouvelle estimation à 384 900 €. Et donc du coup, comme vous savez, vous pouvez le voir en haut, donc il y a 340 000 € de travaux, 15 000 € de géothèque, un inventaire naturaliste de 5 000 €, la topographie 2 000, un dossier réglementaire 2 500 et la maîtrise d'œuvre pour 20 400. Donc ça nous fait un dossier à 384 900. Donc nous allons donc déposer notre dossier de DETR, si vous en êtes d'accord, pour un montant donc de 106 745,53 €, c'est-à-dire pour un montant de 29%, à peu près de 30% du montant de 30%. Pour obtenir les 80. Pour obtenir, voilà, donc il nous restera à charge 20%. Entre la région Aquitaine, l'État par le CANMAT, voilà. Donc il nous restera à charge 20%. Voilà. Oui. Oui. C'est bon? C'est bon? Oui, un petit rappel, à l'époque j'avais été voté contre la GEMAPI, et on n'avait pas de précision, on avait fait un chèque en blanc en soleil, quelques-uns, on s'était abstenu, on avait voté contre, pardon. Sur notre feuille d'impôt, sur les impôts locaux, ça a commencé à apparaître la GEMAPI, et on nous avait expliqué qu'au début la somme n'était pas importante, et on s'est inquiété parce qu'on pensait que c'était un gouffre sans fond, pardon. Alors je sais bien que ce n'est pas la responsabilité de la CDC, c'est l'État qui s'est désengagé. Donc je faisais juste un petit rappel. Je m'abstiendrai moi pour cette raison-là. Par contre, on va demander des subventions comme on les avait demandées à l'époque, effectivement, sur les travaux qui ont eu lieu à Rion dans ce cadre-là. Dans ce cadre de CANMAT, on avait demandé effectivement, on avait fait des plans de financement pour les deux endroits, et plus particulièrement le chemin du Baquet à l'époque, où effectivement on a eu des subventions qui ont été. Bon, on avait voté effectivement cela. Enfin, moi je tiens compte effectivement de ton. Non. Là, on est effectivement dans le comportement des berges, effectivement. On demande. C'était à l'époque, effectivement, c'est suite aux intempéries, effectivement, du 24 juillet 2014 ou 15, là, effectivement, qui avait aussi, effectivement, qui n'avait pas épargné, malheureusement, la commune de Rion. La commune de Rion, les travaux sont terminés, je pense qu'ils sont de bonne facture, moi je suis allé voir, c'est très bien fait, et moi je me remercie, je me félicite d'avoir fait voter ici une délibération dans ce sens qui permettait effectivement de travailler effectivement sur la... Tout à fait, Rion, ce n'est pas le cas de GEMAPI, parce qu'on n'est pas encore fait la compétence. En fait de compte, effectivement, on est sur le suivant. Donc il y a une continuité quand même dans le traitement, effectivement, puisque ce sont effectivement des dégâts qui ont été causés par le même événement. Donc moi je vois ici là une continuité. Voilà. Vous avez bien compris que je suis resté sur... Oui, tout à fait, mais je préfère faire aussi ça. Très bien. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Pardon. Comme il y a un contre où? Ici, deux. Jean-Marc Pelletan. Deux contre. Qui s'abstient? Deux abstentions. Monsieur Massieu, il a fait comme ça. Monsieur Massieu, il ne pouvait pas le pouvoir. Il pouvait faire tout seul. Et Jean-Claude Bernard, le reste de la... C'est ça, donc je pensais qu'il en avait deux pour ça. Bon, le reste de l'Assemblée est pour. Merci beaucoup. Donc ça concerne donc le marché de reconstruction de l'immeuble de rue de l'Oeil, donc à Cadillac. Il s'agit simplement d'autoriser donc le président à résilier le lot numéro 3 du marché site à Montgier, donc que vous avez, suite à la liquidation de l'entreprise de serrurerie Bertaquin. Pour votre information, donc c'était un lot de serrurerie de 24 000 € TTC. Et là, donc, on est en train de recontacter, de reconsulter plutôt deux autres entreprises ou trois en fonction pour finaliser donc ce dossier. Il y avait simplement le portillon de l'entrée à faire, deux marquises ou trois et des garde-corps au niveau des fenêtres. Voilà. Bon, voilà, vous avez compris, il faut que vous m'autorisiez à résilier le lot numéro 3 pour que nous puissions relancer effectivement un nouvel appel d'offres pour terminer ces travaux. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient?
Merci beaucoup. Je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Bon, donc la délibération 14 donc, concerne un renouvellement de mise à disposition d'un agent de la commune de Cadillac à la communauté de communes qui est tout simplement la personne qui est sur l'urbanisme. Voilà, on renouvelle dans l'attente effectivement de l'intégrer à terme. Mais pour le moment, ce n'est que voilà, un renouvellement de mise à disposition. Et contre cette délibération, qui s'abstient, merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Voilà, et la délibération suivante, je vais faire simple, c'est-à-dire on a dernièrement donc, passé une convention de prévoyance avec la mutuelle nationale territoriale, la MNNT, donc pour bénéficier effectivement en cas d'arrêt prolongé le plein salaire. Il se trouve que dans les dispositions qu'avait le personnel de l'ex-Coteau de Garonne, il ne pouvait pas bénéficier effectivement de tous ces avantages enfin, liés à cette souscription. Donc pour pouvoir avoir en toute équité la même chose que leurs collègues, eh bien, il fallait effectivement supprimer un certain nombre de dispositions qui étaient prises antérieurement. Donc on a annulé ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin, une fois qu'on aura délibéré en ce sens, eh bien, tout le monde sera à la même enseigne et pourront bénéficier de la totalité de la convention de prévoyance. Voilà. S'il n'y a pas de remarques, je passe au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci pour le personnel. Je constate que la délibération est prise à l'unanimité. Madame Porta. Donc c'est pour donner la permission au président, une demande de subvention pour la création d'un équipement de résorption de l'habitat indigne et insalubre à Portès. C'était l'ancien dossier étape qui a été revu. Donc simplement pour l'instant c'est pour deux subventions. C'est la DETR pour les travaux à hauteur de 105 000 € et une DETR pour les études à hauteur de 10 955 €. Et après, c'est le DSIL, c'est l'État aussi pour 40 000 €. Viendra par la suite d'autres demandes de subvention dont le département n'a pas finalisé encore le dossier. Voilà. Bon, vous savez, c'est sur le problème que nous avons sur ce qu'on appelle le fameux chemin des limites. Pour ceux qui ne connaissent pas effectivement ce secteur, je vous invite à venir faire un tour effectivement et vous verrez ce que c'est que vraiment un habitat indigne. Donc on essaie il y a déjà une première opération qui a été faite par la communauté de communes de Montesquieu, puisqu'on est à cheval entre les deux communautés de communes, par la création de six logements adaptés qui permettent effectivement à certaines familles de loger dans de meilleures conditions. Et là, sur le coin de la gravière Fabrimaco, et là je pars sous le contrôle effectivement de Didier Casimajou, nous allons placer effectivement un emplacement de telle manière à effectivement essayer de résorber encore plus les choses et de créer un emplacement, 6 emplacements, 12 caravanes, c'est ça, hein, de telle manière à faire en sorte, sur un terrain de 5 000 m², où ils bénéficieront effectivement de l'ensemble des prestations qu'on peut leur donner, de telle manière à faire en sorte qu'une fois de plus, on puisse extraire de ce chemin une partie encore de ceux qui vivent dans des conditions difficiles. Voilà, donc voilà la délibération que je vous propose. Étant donné que la liste des subventions n'est pas encore bouclée, mais on est obligé effectivement de faire apparaître un autofinancement de 34% là-dessus. Mais moi je souhaite que ce soit le maxi, il va je pense descendre parce que le conseil départemental va se positionner là-dessus. Est-ce qu'il y a des remarques? Relativement onéreux, 400 000 € pour 12 places. Oui. Nous aussi. On n'a pas le détail de travaux? Nous aussi, si, effectivement, on peut vous le donner par l'intérieur de... Mais ça a été travaillé avec la DDTM, ça a été travaillé avec l'ensemble, il y a des conduites tout à l'égout à tirer, il y a beaucoup de choses, parce qu'effectivement, là, on est sur un équipement qui sera un équipement. Après, effectivement, il y a des constructions pour mettre en place entre deux caravanes des locaux qui sont... bon, elle va peut-être pouvoir le décrire un petit peu plus, hein, notre Chautaillère, il y aura 6 locaux, oui. Voilà, des espaces de vie d'une surface minimum de 20 m², comprenant une pièce principale avec un coin cuisine, évier plus paillasse, une salle d'eau avec une douche, un lavabo, un emplacement pour un lave-linge et un WC indépendant. Cet espace sera isolé thermiquement et équipé d'un système de chauffage, d'un éclairage et de prises électriques sur la façade extérieure. Et le fonctionnement après, qui paye?
Les éclairages, le chauffage et tout. Ah, mais ce sont les familles, les locataires qui ont le... Alors, généralement, ce sont des bailleurs, hein, comme Aquitanis ou autres, qui prennent effectivement le convention, Gironde Habitat, enfin de toute à telle manière à faire en sorte ce qui se passe un petit peu de l'autre côté, puisque c'est Gironde Habitat, et nous on souhaiterait qu'effectivement ce soit Gironde Habitat qui le fasse de l'autre côté, qui gère les appartements qui ont été mis en place au niveau de la communauté de communes de Montesquieu. Mais moi je vous incite à venir faire un tour, et éventuellement on pourra peut-être organiser effectivement une visite du secteur pour que vous vous rendiez compte que quelque part c'est assez compliqué de voir des gens vivre dans ces conditions-là. Voilà. Oui, il y a 120 personnes sur le chemin des limites et dans un état de bon, même les caravanes ne peuvent plus rouler. Hein. Donc voilà, on en est rendu. Les caravanes ne peuvent plus rouler. Donc ils sont au milieu d'un tas d'immondices. Donc là, il faut résorber. Il faut être là, je crois, assez actif là-dessus. Il va y avoir un autre lieu rapidement, un peu des... Je sais bien. Où il y a des Roumains aussi. Je sais bien. On est dessus avec le sous-préfet par rapport à ça. Et puis il y en a d'autres dans les bois à droite, à gauche. Le maire de Pujol, si on peut le dire. Moi aussi, je peux encore en témoigner sur Plein-Sac. Et il va y en avoir partout. Et c'est très compliqué. Mais là, sur ce chemin des limites, Didier, combien? 30 ans qui sont là? Oui. Ouais, si c'est pas 35. Oui. 35 ans. 35 ans, hein. 35 ans, ils sont arrivés avec leur caravane, les caravanes sont pourries, il n'y a plus rien. Mais, écoutez, s'il y en a qui sont intéressés, moi je vous fais visiter le secteur. Oui. Sur ce type d'habitat, entre guillemets, il y a deux problèmes, parce que nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est le problème des travailleurs saisonniers. On en a déjà souvent parlé ensemble. Hein. C'est ces travailleurs saisonniers qui, aujourd'hui, vont de localisation en localisation au fur et à mesure qu'on les chasse, quoi. Donc c'est un problème un petit peu différent sur lequel il faudrait impliquer, je le dis une fois de plus, la profession viticole. En ce qui concerne les travailleurs saisonniers, on est un petit peu sur un autre sujet, mais là sur le chemin des limites, il y a très peu de travail. Vous avez évoqué Pujol, bien sûr, oui. Je suis plus embêté avec les travailleurs saisonniers qu'avec... Mais il y a pas, c'est pas de cela dont je voulais parler sur Pujol. Hein. Mais cela, on en reparlera, ça va se solutionner, puisque, pour information, on avait fait un recours sur une infraction PLU qui a été, on avait gagné en première instance, on a gagné un appel, le jugement vient d'être confirmé en cours de cassation. Voilà. Oui. Juste pour information, ces terrains là, qui vont être construits vont s'inscrire dans le schéma départemental d'accueil des gens du voyage qui est en train d'être révisé et qui est sur le point d'être adopté et pour lequel il y a un certain nombre d'emplacements qui sont ciblés sur notre territoire. Donc ça permettra de commencer à répondre au schéma. Hein. C'est pas anodin de préciser ça parce que le préfet a su nous le rappeler depuis longtemps qu'on n'était pas dans les clous par rapport au schéma. Donc là, avec ces éléments, on commence à l'être. Juste, je note comme ça au passage, il était urgent d'attendre et de ne rien faire, puisque tout va être encore révisé pour faire les aires d'accueil du jeune voyage. On a bien fait. La mobilité et c'est vrai, l'appréhension du sujet était assez complexe, on l'avait compris dès le début. Donc voilà. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Oui, donc là maintenant c'est pour demander au président l'autorisation de signature à la convention territoriale globale. C'est un renouvellement, c'est toujours dans la continuité puisque c'était Rive Droite qui avait... Et comme vous savez qu'actuellement on est en pleine élaboration d'un projet social de territoire, donc en attendant que ça sera après englobé et ça sera sur tout le territoire, donc c'est simplement pour, dans la continuité de signer cette convention. Pour vous expliquer un petit peu, en 2018 il y a eu une action avec Atelier à ciel ouvert qui avait un budget de 32 100 €, la CDC a accompagné à hauteur de 5 000 €. Et la CAF nous a rétrocédé 2 500 € et la MSA 500 €. Puisque chaque fois que la communauté de communes met une somme, la CAF met autant. Bon, après ces explications, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Toujours dans la continuité, donc, c'est l'autorisation de signature de la charte de solidarité avec la MSA
Donc ça c'est en place depuis 2007, c'était sur le vallon de l'Artolie, et toujours pareil, tant que notre projet social de territoire n'est pas mis en place et signé, on est dans la continuité. C'est une dotation de 30 000 € allouée par la MSA. Pour vous dire les actions qui ont été menées en 2018, il y a eu le forum Planète Senior à Rions, et le thème c'était « Préparer et vivre une retraite heureuse ». Il y a aussi un accompagnement spécifique des seniors dans le cadre du festival Ruez-vous, travail atelier avec la CEP. Il y a eu après des ateliers France Alzheimer et prévention routière pour les seniors. Voilà. Toujours, c'est en attendant que le projet social du territoire, bien sûr, soit voté. Donc on est dans la continuité. Bon, je vous propose de passer au vote sur cette délibération. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Alain Quérens, on parle quoi? SPANC. On parle du SPANC, oui. Donc comme vous le savez, le marché de contrôle des installations du SPANC arrivait à son échéance le 31 décembre 2018. Donc il fallait renouveler ce contrat. Et, nous avons contractualisé avec un cabinet Gétudes qui nous a accompagnés pour faire ce renouvellement. Il y a eu un appel d'offres qui arrive à échéance le 28 décembre et la commission d'appel d'offres a statué le 3 janvier pour réattribuer le marché à la société SOR pour les 2 ans, puisqu'il n'y a eu que cette offre de la société SOR compte tenu du délai très court du marché qui était donc de 2 ans. Dans le cadre de ce marché, donc, on a demandé donc, aux prestataires de préparer un listing sous 3 mois des nouvelles installations qui se montent, qui s'élèvent autour de 3200, un peu moins de 3200 installations, de façon à faire les inventaires de ces nouvelles installations, puisque ce nouveau marché regroupe plusieurs syndicats, notamment celui de Saint-Macaire, l'ancien syndicat de Saint-Macaire. Voilà. Donc, ensuite, dans le cadre de ce nouveau marché, on a demandé donc, comme prestation supplémentaire que ce soit la SOR qui effectue, donc, qui éditera les factures. Elle les enverra avec des rapports aux administrés. Le recouvrement se fera directement par la trésorerie, qui transmettra ensuite à la CDC, et la CDC paiera la SOR à la fin de l'année en 2 fois. Bon, je vous passe les détails des attendus dans le marché concernant les rendez-vous avec la SOR. On demande un suivi trimestriel de manière à faire des points d'étape. Compte tenu donc de nouvelles propositions des tarifs de la SOR et compte tenu qu'on a constaté donc, que le budget était encore excédentaire, mais que ces dernières années donc, ont puisé sur l'excédent reporté, entre 2016 et 2017, donc on a puisé 14 100 € dans ces reports. Ensuite, on a reçu un courrier comme quoi l'agence de l'eau supprimera ses subventions à partir de 2019. Donc il faut anticiper ces baisses de recettes et compte tenu de ce nouveau marché, bien sûr, le prestataire a réactualisé ses tarifs. Ce qui nous a amené avec le bureau d'études à faire une nouvelle proposition, mais on va en parler après au niveau tarifaire. Donc en fait, on est dans un premier temps obligé donc, de voter sur le nouveau règlement de service. C'est le but de la délibération 19. Si vous, monsieur Boutinon, vous voulez bien passer, on va juste rapidement passer les points qui changent par rapport au précédent marché. Donc vous avez en page 3, chapitre article 1.2, donc ce nouveau règlement s'appliquera simplement sur l'ensemble de toutes les communes, excepté l'Estiac-sur-Garonne, Donzac, Comète et Paillet, qui sont encore en contrat avec leurs prestataires jusqu'en 2020. Donc le marché porte donc, sur toutes les autres communes de la CDC. Ce qui change donc, c'est les délais, par exemple, pour prévenir les interventions. On a exigé que les administrés soient prévenus 15 jours minimum avant l'intervention
contrôleurs. La commission s'est réunie donc récemment, puisque c'était lundi, hein, c'est pour ça que vous avez reçu le règlement que cet après-midi, je crois. Donc, ce qui a notre analyse, de manière à ce que, compte tenu de l'augmentation des tarifs du prestataire, le bureau d'études a examiné avec nous donc une proposition qui a été validée en commission, c'est celle qui est présentée à la page 7, M. Boutinon, si vous voulez la montrer. Donc c'est un changement de fréquence de contrôle, de manière à ce que les installations conformes qui ne présentent pas de défauts et les installations présentant des défauts mineurs, pour pas que la facture à l'administré annuelle soit plus élevée. Donc on propose de reporter, au lieu de 4 ans précédemment, ce contrôle à 6 ans quand les installations sont conformes. Par contre, on maintient la fréquence à 4 ans quand elles seront déclarées non conformes, de manière à ce que ce soit un petit peu incitatif. Et du coup, les tarifs donc, sont en baisse. Si on les reporte annuellement, on les verra tout à l'heure, annuellement sur la durée de 6 ans de fréquence. Ensuite, donc, on a recadré les différentes étapes de contrôle par rapport à la redevance, c'est le paragraphe 6.2. 6.2. Donc la redevance est constituée par un tarif et qui est modifié donc, par cette assemblée. Donc les montants de chaque type de contrôle et prestations ont été fixés par délibération et distinguent la conception, qui comprendra donc l'étude et la préconisation préalable à l'implantation d'une installation. Ensuite, le contrôle de la réalisation des travaux, le contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien, et les contre-visites. Il y avait plusieurs contre-visites dans le précédent marché. Là, on a fait un seul tarif pour la contre-visite. Et enfin, le contrôle en cas de vente. Donc voilà, c'est 5 catégories, on va dire. Bon, après, il est précisé la qualité téléphonique juste à droite ici. Donc, c'est le technicien de la SOR que vous connaissez, M. Duncan, pour certains. Ensuite, on a précisé un petit peu plus bas le respect des délais d'intervention de la part du prestataire. 15 jours pour la réalisation du contrôle de conception, 5 jours pour le contrôle de l'exécution et 2 jours en cas d'avis non conforme, de manière à ne pas laisser l'administré en attente trop longtemps. Voilà. Et tous les autres délais sont à 15 jours. Voilà pour ce qui est des précisions concernant le règlement. Je développerai après les tarifs dans la deuxième délibération. Donc en fait, il faut abroger l'ancien règlement, approuver ce nouveau règlement. Voilà. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que pour voter, c'est bien de savoir aussi combien ça va coûter, parce que... Si vous voulez, je peux... Parce qu'il y a une question qu'on se pose, c'est dans la suivante, les 53 €, est-ce que c'est chaque année l'habitant devra payer ou c'est tous les 6 ans? Mais vous avez vu le règlement, ça. Comment ça se faisait avant? Si je pose la question, c'est que... Comment ça se faisait avant? Vous l'avez bien vu sur votre commune, comment ça se faisait avant? C'est un nouveau service. Alors, on est dans la continuité, M. Chouard. C'est la continuité, donc c'est payé au contrôle. Mais la question vaut quand même la peine d'être posée quand même. C'est vrai que celle-là, elle est intéressante. Comme par le passé, donc ça sera payé, mais facturé effectivement à chaque contrôle, à chaque étape de contrôle. Mais réparti sur les 6 ans, ça fait une baisse de tarif, malgré l'augmentation pour les contrôles de bon fonctionnement. Tout ce qui est conforme, ça fait une baisse de tarification annuelle, on va dire, rapportée à l'année. Pourquoi les 53 € qui ne sont pas annuels, comme M. Chaudon, qui ne sont que lors du contrôle, pourquoi c'est l'occupant qui paie, pourquoi c'est le locataire et pas le propriétaire? C'est la règle, c'est la loi. Parce que c'est la loi. Je crois que c'est la loi. Oui, mais c'est l'utilisateur. Ça veut dire que dans le temps, il y a un locataire qui va payer, celui d'après ne paiera pas et celui d'après paiera. Ah, ouais. C'est l'aléa de la location. Moi j'ai remboursé mon Certains propriétaires la prennent en charge. Après, c'est Oui, mais sauf que la facture est envoyée au locataire. Après, sûr qu'il était donc vous ne pouvez pas le déduire de vos revenus fonciers. le pollueur-payeur, c'est le principe pollueur-payeur. Après, dans les contrats que l'on fait avec les bailleurs, c'est quand on a des logements, moi j'ai des logements communaux par exemple, on a convenu que ces montants-là étaient prélevés mensuellement, et donc c'est la commune qui paye le contrôle en fait, et après
et après c'est prévu mensuellement sur le montant du loyer, ça fait perdre des charges. Je suppose que tous les bons propriétaires, effectivement, payent la facture de leur locataire. Oui, voilà. on ne la reçoit pas. Voilà. Sur sollicitation, effectivement, de leur locataire. Monsieur Massieu, il a besoin du micro. Oui, je ferai juste la même remarque que lors de la commission. Je reviens sur les gens qui ont des installations, des microstations notamment, avec des contrats de maintenance. Donc les installations sont vérifiées tous les ans. Je ne vois pas pourquoi, s'ils justifient de cette maintenance, pourquoi ils paieraient un contrôle du SPANC. Dans la mesure où je rappelle, le SPANC, c'est avant tout un service qui doit faire prendre conscience aux gens d'éviter de polluer, donc de les responsabiliser. Donc ce n'est pas un service qui est là pour ramasser du pognon, par un polluant. Donc voilà, je pense que je ne comprends pas pourquoi on ferait payer des gens qui font leur travail correctement. Alors moi je propose à M. Massieu de faire remonter ça dans les cahiers de doléances parce que c'est la loi tout simplement. Et donc là, parce que c'est un service public qui est prévu réglementairement et que c'est indépendant du bon vouloir du propriétaire. Non, mais le service il peut très bien se renseigner sur le contrat de maintenance, s'il est consulté simplement, et puis il valide, et puis voilà. Le service n'est pas obligatoirement de faire payer les gens. Non, mais le contrôle, il faut que ce soit des gens que la CDC, enfin que la collectivité a agréé. Après, le prestataire privé, je veux dire, il fait son job de privé. Mais il respecte le cahier des charges qu'on lui donne. Oui, qui n'est pas celui du service public. Ah si, le service public, c'est juste un contrôle. C'est un contrôle du bon état des installations, c'est même pas un contrôle de l'effluent pour savoir s'il est polluant ou pas. Oui, sur ce service, bon, on est contraint par la loi, donc je pense qu'effectivement, ce qui est écrit, il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire en ce qui me concerne. Pour autant, on peut quand même se poser la question de l'intérêt d'un SPANC et de la pertinence de ce dispositif, parce que, bon, il prend de l'argent, ça c'est une chose, et deuxièmement, effectivement, comme l'a rappelé mon collègue, il est là pour résorber la non-salubrité de certaines installations. Et vu comme c'est organisé, finalement, il y a peu d'emprise, parce qu'on constate une anomalie, on revient 4 ans après, éventuellement, on redit ce qu'il faudra faire. Donc, moi, je pose vraiment la question de l'intérêt de ce service. Bon, aujourd'hui, il faut qu'on l'exécute comme ça, mais effectivement, je ne sais pas si les cahiers de doléances, c'est le bon cheminement pour faire remonter cette information, certainement que certains le croient, mais je pense qu'on peut se poser la pertinence de ce service, franchement. Lorsqu'il y a des installations qui sont non conformes, comme je viens de signer là aujourd'hui, pour faire en sorte qu'effectivement les propriétaires puissent agir, moi je pense qu'on peut se retourner très rapidement vers la police des maires pour pouvoir arbitrer ce genre de choses. Hein. Ah, la police des maires, c'est pratique. C'est un très bon argument, tout le monde l'utilise, de Macron à vous, c'est fabuleux. C'est peut-être dans ce sens-là, parce que je pense... on remonte les compétences vers les strates supérieures et on nous renvoie la police des maires. Voilà. C'est un jeu de cocu quand même. Ok, donc sur cette affaire-là, vous avez bien compris, moi je voudrais juste faire une petite remarque simplement pour dire que le travail il a été bien mené par notre cabinet d'études et je crois qu'il faut quelque part le remarquer. Alain, c'est quelque chose qui a été, je crois, très apprécié effectivement de la commission, le travail très rigoureux de ce cabinet d'études qui a appréhendé bientôt toutes les problématiques effectivement de ce service public d'assainissement non collectif. Donc en ce qui concerne la délibération 19, je vous propose qu'elle passe au vote. Qui est contre effectivement cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie à tous, c'est l'unanimité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut s'attendre à la suppression des subventions de l'agence de l'eau, qui sera effective à partir de 2019. Donc je vous l'ai dit, avec un captage sur les reports de l'année dernière de 14 000 €. Ensuite, compte tenu de l'augmentation des tarifs du prestataire, il a été convenu que sur
une grosse partie des prestations, donc le cabinet d'études nous a conseillé de rester dans un prix raisonnable, de manière à ce que, de toute façon, c'est un service qui doit se couvrir ses frais, qui doit se financer. Donc de prévoir 3 € de marge de plus par rapport aux tarifs prestataires. Donc ce qui est le cas sur la réalisation, ce qui est le cas sur la vente, ce qui est le cas sur la contre-visite. Donc vous avez 62,50 € proposés pour la réalisation, 87 € pour la vente, 38 € pour la contre-visite. Pour la conception, donc, il en est de même, donc 76 € facturés par le prestataire, donc on propose une redevance à 79. Sur 6 ans, donc ça fait une baisse de 23% pour les contrôles à 6 ans annuels, et pareil pour la réalisation, moins 21% par rapport au tarif actuel. C'est-à-dire si on restait sur 4 ans, en fait, voilà, on aurait donc une augmentation de 23% pour la conception et 21% sur la conception. Le fait de reporter ces contrôles pour les bons fonctionnements de 2 ans de plus permet donc malgré tout d'absorber l'augmentation de tarifs et de proposer aux administrés une baisse sur la période des 6 ans. Concernant le bon fonctionnement, ça coûtait en fait, la facturation ancienne était à 53 €, elle coûtait 15,25 € par an. Je vais essayer de faire rapide sur les chiffres. Si on avait voulu garder ce montant sur les 6 ans, il aurait fallu monter le tarif à 79,50 €. Il nous a paru pas raisonnable d'avoir une augmentation aussi importante, donc on s'est contenté de 68 €, et ce qui fait donc sur la période des 6 ans d'une baisse tarifaire pour le annuel pour l'administré de moins 14 € également. Moins 14%, pardon, je parlais des pourcentages à chaque fois. Donc sur chacun des tarifs, mis à part sur la vente où il y a une augmentation, mais voilà, elle est liée au tarif du prestataire. Et sur tous les autres tarifs, il y a donc une baisse, que ce soit sur le bon fonctionnement, conception, réalisation, sur la période des 6 ans. Donc vous avez les montants, 68 € pour le contrôle de bon fonctionnement, 87 en cas de conformité de vente, 79 pour les conceptions, le contrôle de conception, bonne exécution 72,50 € et contre-visite 38. Bon, je crois qu'il n'y a pas de remarque particulière. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Règlement d'utilisation des ports fluviaux de Cadillac sur Garonne et de Portès. Bon, ça c'est l'émanation effectivement du travail de la commission. Vous avez dû tous le recevoir. Effectivement, c'est une inspiration effectivement des règlements qui sont aujourd'hui utilisés dans diverses installations. Donc là, on n'a peut-être pas forcément tout inventé, mais bon, c'est quelque chose, c'est les fonctionnements qui marchent. Et vous savez, c'est qu'un règlement, effectivement, c'est toujours perfectible. On reviendra éventuellement s'il y a des anomalies ou des choses que l'on trouve un petit peu anormales dans le cadre de l'application de ces règlements. On reviendra bien entendu vers le conseil communautaire. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce règlement? Qui est contre l'adoption de ce règlement? Qui s'abstient? Monsieur Manceau. Je considère que c'est pris à la majorité, sauf l'abstention de monsieur Manceau. Là aussi, encore le travail de la commission en ce qui concerne les tarifs des appontements. On a essayé effectivement de se caler. Vous savez qu'avant, jusqu'à présent, c'était VNF qui s'occupait de ça. Il s'agit effectivement d'avoir des tarifs qui sont suffisamment intéressants pour la collectivité, mais qui sont aussi attractifs et qui permettent effectivement le maximum d'accostage. Donc, en ce qui concerne les bateaux collectifs d'hébergement, la commission a arrêté pour les supérieurs à 130 mètres 450 € plus 60 € par tranche de 24 heures. Pour les bateaux qui font 90 à 129 mètres, 400 € plus 60 € par tranche de 24 heures. Et des bateaux effectivement de moins de 90 mètres, 200 € plus 60 € par tranche de 24 heures. Ça c'est pour les bateaux hébergement. Le reste étant des bateaux qu'on appelle nous les bateaux où il y a beaucoup moins de passagers, qu'on appelle plutôt des cruises. Hein. Donc là effectivement aujourd'hui on est sur des tarifs qui sont beaucoup moins importants. Hein. Pour 24 heures, donc les cruises supérieures à 70 passagers, 95 €. Si c'est 5 jours, effectivement, d'accostage,
C'est-à-dire 5 accostages de 24 heures chacun, consécutifs ou non, on serait à 420 €, puis un forfait, c'est évidemment illimité à 600 €. De 15 à 69 passagers, on est à 70, 300 et 500. Et inférieur à 14 passagers, 40, 160 et 300. En ce qui concerne la plaisance, c'est-à-dire effectivement les gens qui sont avec de passage sur les 24 heures, c'est 13 €. Et puis vous savez que par rapport à ce ponton, et plus particulièrement le grand ponton de Cadillac, nous avons une demande plus particulièrement du SDIS, en ce qui concerne effectivement un bateau de service, et également effectivement de VNF, mais plus particulièrement du SDIS. Et on a pensé qu'effectivement le bateau du SDIS, il devait apponter, ainsi que celui de VNF, il devait apponter tous les deux gratuitement, ce que je pense être tout à fait logique. Ainsi que l'utilisation doit être gratuite. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces tarifs? Oui. Oui. Donc je suppose que la commission a bien travaillé pour essayer d'avoir ces tarifs. C'est ce que je venais de vous dire. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des comparaisons avec les tarifs des autres Tout à fait, oui. Et donc, puisque vous avez les autres tarifs... Bon, je ne les ai pas en tête, Il y a eu des comparaisons qui ont été faites par la commission, et des propositions, voilà, on est en dessous. Donc on est largement en dessous. Non. Pas largement. Pas largement. Et nettement en dessous. Et est-ce que vous trouvez le fait de... Par rapport à Libon, par exemple, et qu'est-ce qui fait que Cadillac serait moins bien coté, qui obligerait de faire des prix plus bas et des montants plus bas pour les croisiéristes que Libon? Alors, c'est vrai que ce sont des choses qui ont été abordées, effectivement au niveau de cette commission. Je crois que c'est un marché à développer. On a quelques difficultés aujourd'hui, pour les simples raisons, c'est que pour aller à Limoges depuis Bordeaux, c'est très facile parce qu'il n'y a pas le pont de pierre à traverser. Donc les croisiéristes privilégient beaucoup plus effectivement ce parcours-là que de passer sous le pont de pierre, pour la bonne et simple raison, c'est que par temps un petit peu particulier ou d'eau un peu haute, et bien lorsqu'ils ont prévu des passages vers Cadillac, ils peuvent pas venir. Donc il s'agit quelque part de trouver, la commission a essayé de trouver le bon compromis par rapport au fait qu'effectivement il y a des difficultés pour venir chez nous, mais c'est quand même effectivement un marché à développer. Donc on essaie de s'adapter effectivement et de comprendre effectivement qu'il y a aussi des contraintes par rapport au pont de pierre, et que les grands bateaux ont des fois quelques difficultés. On l'a eu pour exemple, je crois c'est en 2016 ou 2017, où effectivement des bateaux, pendant une légère crue, parce qu'il y avait eu de l'eau dans la Garonne, n'ont pas pu passer de manière convenable sous le pont de pierre, sont donc restés à Bordeaux. Les bateaux sont basés de l'autre côté du pont de pierre. Il semblerait que Bordeaux Métropole soit en train de mettre en place effectivement un appontement non loin sur la rive droite, alors je ne sais pas, loin du Zénith, mais de l'autre côté, hein, pour faire en sorte qu'effectivement certains bateaux puissent rester sur ce bassin-là et évite effectivement cette traversée du pont de pierre. Donc voilà le début d'explication. Je n'ai pas toutes les explications par rapport à ça. Alors, je remarque, c'est-à-dire qu'il y a moins de bateaux qui viennent, donc on fait moins cher, donc on aura encore moins d'argent. Et est-ce que le prix du ponton, par contre, il est moins cher Non, j'ai bien compris votre démonstration. J'ai bien compris votre démonstration. Je vous en remercie, M. Chola. Juste quand même pour préciser, en matière de commerce, le tarif, c'est un élément de la stratégie commerciale. Donc aujourd'hui, pour avoir participé aux travaux de la commission, on a cherché à travers ce tarif à avoir aussi un petit côté attractif du point de vue tarifaire. Il n'y a pas non plus des critères de gestion de rentabilité des calibrés des comptes. Le tarif, c'est un élément. Alors on peut avoir un tarif plus ou moins agressif selon ce qu'on veut faire. Effectivement, aujourd'hui, c'est plutôt l'intérêt d'essayer de faire venir un maximum d'embarcations sur Cadillac. Le tarif peut être un des éléments de choix des croisiéristes. Je ne partage pas ton analyse, mais... Je vous remercie. Qui est contre cette délibération? Monsieur Cholon, qui s'abstient? Monsieur Manceau, un contre Monsieur Cholon, une abstention Monsieur Manceau. Je considère que le reste de l'Assemblée est pour et que cette délibération a été adoptée à la majorité. Il y aurait des questions diverses?
Je voulais parler du point data parce que c'est un sujet qui nous concerne, dont on a eu un débat comme on aurait aimé aborder à ce sujet. Excusez-moi, vous clôturez le débat. On aura effectivement on n'a pas eu effectivement, je vais de recevoir le courrier, je vous répondrai en temps utile par rapport au point data. Voilà. Non, parce que, si vous permettez, ce que je regrette dans tout ça, c'est que vous faites une réunion de bureau, très bien, et ce qui fait que dans vos réunions, vous prenez des décisions, et les mairies qui ne sont pas invités à ces réunions, ben, elles sont au courant de rien. Donc on est mis devant le fait accompli, c'est quand même un peu regrettable. Je vous remercie.